Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les Assises nationales de la refondation connaissent un taux de réalisation de 74%. Le comité indépendant de suivi et évaluation a remis son 3e rapport annuel au président de la transition. Le chef de l'État a souligné toute l'importance de la démarche qui constitue une redevabilité envers le peuple dans la gouvernance. Le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base a été lancé hier, financé à hauteur de 44 milliards de francs CFA par la BAD. Ce projet stratégique pour le secteur rural vise à renforcer davantage la résilience des populations par l'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes. En guise de bilan de 5 ans, Tchemoko Konaté nous fera un focus sur l'organisation du Hajj, le pèlerinage chrétien et les campagnes de sensibilisation pour l'apaisement du climat social. Le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes assure la bonne gestion de toutes ces initiatives. L'actualité sportive, c'est la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta avec la dernière journée des poules qui commence cet après-midi. Par ailleurs, en basketball, les moins de 16 ans, filles et garçons, s'envolent ce samedi pour le Rwanda en vue des Afro-Basket de leur catégorie. Enfin, en rediffusion, la chronique du développement reviendra sur le système de paiement instantané dans les opérations bancaires. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation a remis son 3e rapport annuel 2024 au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'était au cours d'une cérémonie hier dans la salle des banquets du palais de Koulouba. Il en résulte des efforts de mise en œuvre des recommandations des ANR. Sur les 517, 72 sont entièrement réalisés et 315 en cours de réalisation, soit un taux de plus de 74%. Le président de la transition a rappelé la nécessité de cette évaluation qui a une redevabilité envers le peuple dans la gouvernance. Sira Bachili pour le détail. Les BABA de la refondation en évaluation, c'est un compte rendu annuel de l'action publique pour un Mali nouveau confié au comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises nationales de la refondation. Un impératif pour une vision de changement de cap souhaité par les Maliens à travers les Assises nationales de la refondation. Le 3e rapport du dit comité officiellement remis au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, fait le point de mise en œuvre des propositions faites par les Maliens lors des ANR. Maître Amadou Tcheouli Diara, président du comité indépendant de suivi des recommandations des ANR. En résumé, des efforts de mise en œuvre, il en résulte que 72 recommandations sont entièrement réalisées, 315 recommandations sont en cours de réalisation, d'où une tendance de réalisation de 74,85%. S'agissant des réalisations qui résultent de votre initiative personnelle, elles se situent en amont pour faciliter la mise en œuvre des recommandations des ANR. Il s'agit des unités de dialyse mises à la disposition de certains centres médicaux et hôpitaux au cours de l'année 2024. Des centres de santé communautaires ou de référence et des hôpitaux ont vu leur capacité de travail de référence et des hôpitaux et dites structures sanitaires des panneaux solaires de premier choix. Le comité attire l'attention du chef de l'État sur la non-mise en œuvre d'une recommandation prioritaire relative à la création d'une structure de suivi et évaluation de la performance des activités du gouvernement. Le comité, qui doit donc désormais prendre en compte les conclusions des différents États généraux et du dialogue intermalien, rappelle les nécessités pour ce nouveau volet. Il convient d'adopter une nouvelle désignation des catégories des actions en substituant court terme, moyen terme et long terme aux catégories actuelles de prioritaires, prioritaires complémentaires et non prioritaires. De mettre un accent particulier sur la fonction de la planification
au regard des défis de coordination et de suivi et évaluation des actions structurantes de la refondation. Ce rapport, qui permet d'orienter les pouvoirs publics sur les actions à entreprendre pour l'atteinte des objectifs de refondation, permet également d'être imprégné des préoccupations du peuple quant à la concrétisation de leurs doléances. Ce rapport est un indicateur qui oriente sur l'action publique. Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition. C'est avec un grand intérêt que nous avons parcouru le rapport annuel 2024 qui relève à juste titre des progrès significatifs. Ainsi, j'ai pu noter que sur les 55 actions prioritaires, 20 avaient été réalisées à la date du 31 décembre 2023. À ces résultats forts encourageants, s'ajoute un accroissement de 8 recommandations, soit au total 28 recommandations entièrement réalisées au 31 décembre 2024. S'agissant des actions présidentielles, elles s'inscrivent dans la droite ligne d'une plus grande équité sociale pour la réduction de l'insuffisance d'accès des populations vulnérables aux services sociaux de base. Le chef de l'État rappelle l'élaboration de la vision 2063, qui est une suggestion des Assises nationales de la refondation, des projections pour une économie forte avec en ligne de mire un développement durable les 40 prochaines années. Un examen approfondi des résultats de mise en œuvre permet de constater que chaque recommandation a un but et une finalité. C'est donc dire que les recommandations ne sont pas uniquement techniques, elles ont également une dimension économique et sociale. Le résultat visé pour chaque action peut être atteint ou modifié en fonction des circonstances. Et le président de la transition de poursuivre sur les plans de développement ambitieux pour le Mali, des stratégies centrées sur 8 axes prioritaires selon un programme gouvernemental spécifique, et les priorités à ce niveau sont l'agriculture et l'industrialisation. Malgré un contexte sécuritaire difficile et une situation économique et financière internationale complexe, le gouvernement a reçu l'exploit d'établir des plans de développement ambitieux qui constituent désormais notre cadre de travail planifié. En faisant de l'agriculture et l'industrialisation nos priorités, nous plaçons beaucoup d'espoir dans nos ressources minérales dont l'exportation servira de levier pour stimuler le secteur agricole de notre pays. Comme à l'accoutumée, instruction a été donnée aux membres du comité pour la restitution des résultats de cette évaluation 2024 aux Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Et pour le chef de l'État, c'est une garantie de redevabilité dans la gouvernance. Lancement hier à Bamako d'un projet stratégique pour le secteur rural. Il s'agit du projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base. Il est financé à plus de 44 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD. Ce nouveau projet de la BAD a pour objectif de contribuer au renforcement de la résilience des populations par l'amélioration de l'employabilité des jeunes et des femmes dans les chaînes de valeur agricole climato-résilientes et sobres en carbone dans les régions de Koulikoro et Bougouni. Le reportage de Djemba Moussa Konaté. Financé à plus de 44 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement BAD, le projet d'appui au renforcement de la résilience des communautés de base par CB intervient dans 8 cercles des régions de Koulikoro et Bougouni pour une durée de 5 ans. Selon le représentant résident de la BAD par intérim au Mali, l'engagement de son institution dans ce projet vise à construire la résilience avec les populations. Si Joy Antoine Marie. Des filets de protection sociale mieux structurés et une meilleure gouvernance locale, une solidarité accrue. Le lancement de ce projet n'est pas seulement une cérémonie symbolique, c'est le point de départ d'un partenariat renouvelé. Ce projet qui vient d'être lancé comprend 2 composantes. Il s'agit du développement des infrastructures de production, de transformation et de commercialisation. La deuxième composante est le renforcement de la résilience par le développement de l'entrepreneuriat et des chaînes de valeur agricoles climato-résilientes. Daniel Siméon-Clément, ministre de l'Agriculture. Notre politique de développement agricole prône la promotion d'une agriculture durable, moderne et compétitive reposant prioritairement sur les exploitations familiales agricoles à travers la valorisation maximale du potentiel agroécologique et des savoir-faire agricoles et la création d'un environnement propice au développement d'un secteur agricole structuré. C'est à ce prix
que nous pouvons garantir la souveraineté alimentaire et faire de notre secteur agricole le moteur de l'économie en vue d'assurer le bien-être de nos populations. Ce projet vient renforcer les orientations de la vision 2063 Malikoura et de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable. À ce jour, le portefeuille actif du groupe de la BAD en cours au Mali est de 21 projets, dont 20 du secteur public et 1 du secteur privé. AES Actualité. Au Burkina Faso, d'abord, le Bureau national des grands projets a procédé à une récolte des poissons, des cages flottantes dans le barrage de Samendeni, une étape importante dans le développement de la filière piscicole. Cette production, qui s'inscrit dans le cadre de l'offensive agro-pastorale, vise à renforcer la sécurité alimentaire tout en créant les opportunités économiques locales. La correspondance de Nebilma Augustin Badou. C'est la récolte des cages flottantes du Bureau national des grands projets dans le barrage de Samandeni. Installé en février dernier, les résultats sont déjà appréciables selon le coordinateur du Bureau national des grands projets, Dr Abdourasmane Konate. Les premières prises que nous venons de faire, nous allons les évaluer, elles ont été mises en place en février. Il y a environ 6 mois, nous avons vraiment de très belles prises. C'est vrai que, entre-temps, il y avait des soucis dans les vins pour pouvoir empoisonner les autres cages, mais la direction régionale des ressources halieutiques s'attelle à ça et bientôt les alevins seront disponibles. Ce résultat est à l'actif du groupe NAFASO, un partenaire du Bureau national des grands projets spécialisé dans la production piscicole. Oseni Nana, responsable de la section pisciculture du groupe NAFASO. Depuis la mise en place des cages flottantes, nous avons travailler pratiquement jour et nuit pour que l'initiative présidentielle soit une réussite. Oui, pour une première, c'est réellement satisfaisant. On peut dire que c'est un coup de maître parce qu'on ne pensait pas obtenir des tailles de cette manière. Avec cette récolte jugée satisfaisante, le Bureau national des grands projets entend empoisonner plus de 100 cages flottantes au profit des producteurs afin de faire du barrage de Samandeni un modèle de pisciculture durable au Burkina Faso selon le coordonnateur. Au Niger à présent, le comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie conduit par sa présidente Reki Germakoy était au niveau de la mosquée Cheikh Tiouta, assise au quartier complexe de Niamey, pour une séance de sensibilisation sur les missions assignées aux 10 fonds, mais aussi réceptionner leur contribution au profit du FSSP. Compte rendu, l'Arabou Karimoun Abdul Nasser. Accompagné notamment de sa délégation dans ce déplacement, cette sortie de la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, sise au quartier complexe, précisément au niveau de la mosquée Cheikh Tiouta, a pour but de réceptionner leurs contributions au profit du dit fonds, mais également les sensibiliser sur les axes majeurs du FSSP. Ainsi, après un accueil empreint de convivialité qui leur a été réservé, Reki Hassan Germakoy a d'abord pris la parole pour sensibiliser cette jeunesse engagée sur les missions assignées au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, mais aussi sur la manière dont les contributions sont utilisées au service de la nation. Après donc les mots de la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, s'en est suivi l'allocution du Cheikh Barham Boubacar, qui a pour sa part expliqué sa structure mais aussi son engagement aux idéaux du CNSP. Ainsi, la présidente du dit comité a au terme de cette cérémonie réceptionné la somme de 480 000 francs CFA collectés par cette Zawiya. Chaque contribution, quel qu'en soit son montant, devient une déclaration audacieuse d'amour pour notre patrie. À travers ce geste hautement patriotique, la Zawiya du Cheikh Tiouta apporte sa pierre à l'édifice de la préservation et de la souveraineté du Niger. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES en Guinée. La campagne électorale pour le référendum débute ce week-end. La haute autorité de la communication qui régule les médias a annoncé les consignes pour sa couverture. Elle demande aux médias audiovisuels de fixer le temps d'antenne et tenir compte de l'équité entre les partisans du oui et du non à la nouvelle constitution. Mais la HAC demande aux médias publics et privés de ne donner la parole qu'aux entités reconnues, une règle immédiatement critiquée par l'opposition.
7 migrants ont été transférés des États-Unis vers le Rwanda en août dans le cadre d'un accord d'expulsion conclu avec les États-Unis, ont annoncé les autorités rwandaises. Le Rwanda avait déclaré au début du mois d'août qu'il accepterait jusqu'à 250 personnes expulsées des États-Unis. Yolande Makoklo, porte-parole du gouvernement rwandais, a déclaré dans un communiqué que le premier groupe de 7 migrants sélectionnés est arrivé au Rwanda à la mi-août. Le Rwanda est l'un des 4 pays africains à avoir signé des accords d'expulsion avec Washington, les autres étant l'Ouganda, l'Eswatini et le Soudan du Sud. Aucune information n'a été fournie par l'identité des personnes expulsées vers le Rwanda ce mois-ci. Radio Mali à Bamako et environ, 92 MHz en FM pour la chaîne nationale et 95.2 MHz en FM pour la chaîne 2. Pour la bonne tenue du Hajj, le 5e pilier de l'islam, le ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes joue un rôle de coordinateur. Il en est de même pour le pèlerinage chrétien. Parallèlement, le département mène des campagnes de sensibilisation pour l'apaisement du climat social. Ces différentes initiatives en cours au sein du département depuis 5 ans sont adossées à des textes réglementaires. Résumé du parcours du département au titre des 5 dernières années avec Tchemoko Konaté. C'est un département stratégique né d'une volonté politique, celle de répondre à certaines exigences du moment. Exigences qui se résument à la réglementation des questions religieuses et à l'apaisement du climat social. Il s'agit du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes qui a élaboré des textes, notamment ceux relatifs à la mise sous tutelle du secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent qui a donné naissance à plusieurs cellules, ce qui a permis au département de peser de tout son poids dans la balance des sensibilisations. Parmi les actions ayant contribué à l'apaisement du climat social, l'organisation des matchs de football entre les sunnites et les soufis. Reconnaissance du mérite. Les acteurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail se sont vus décerner des médailles. Pour étayer cette dynamique, le département a accordé une place de choix à la formation des imams. Dans ce sens, le Mali a bénéficié de 700 bourses issues de la coopération bilatérale avec le Maroc. Les initiatives entreprises au sein du département se sont élargies aux lieux de culte. De nombreuses mosquées et églises ont été dotées en forage pour faciliter l'approvisionnement en eau potable. Autre texte élaboré en vigueur, celui relatif au Hajj. Cet autre texte confère depuis un certain temps à la maison du Hajj la plénitude du privilège d'organiser le 5e pilier de l'islam. Pour permettre aux fidèles musulmans de l'accomplir conformément aux préceptes établis, la première mesure s'appelle l'anticipation, une innovation majeure introduite par la maison du Hajj courant 2025. La structure est appuyée dans cette démarche par la partie saoudienne qui a effectué en octobre 2024 ici au Mali une mission préparatoire. Le cadre d'échange initié pour l'occasion, une première dans l'histoire, a vu la participation de plusieurs pays d'Afrique en plus du Mali. Il s'agit du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, du Togo et du Congo-Brazza. Occasion pour la partie saoudienne de recenser les préoccupations et les difficultés tributaires, notamment du remplissage des formalités, des conditions d'hébergement et de transport des pèlerins. Pour cette édition 2025, ils étaient plus de 13 000 fidèles maliens à aller accomplir ces devoirs religieux. Chacun d'eux a reçu une formation avant de recevoir des conseils. Ces pèlerins étaient encadrés par 150 délégués, tous genres confondus et répartis en différentes sous-commissions. Des délégués qui ont eux aussi reçu des conseils du directeur général Dr Abdel Fattah Sissi avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Il s'agit par exemple des exigences du pays d'accueil et des règles qui sous-tendent le déroulement du Hajj auquel chaque pèlerin est tenu de se plier. Ces innovations introduites ont été possibles grâce à l'ouverture de 14 directions régionales, alors que le processus de dotation des autres régions est en cours. L'anticipation des préparatifs ayant produit son effet, la maison du Hajj a aussitôt lancé la nouvelle campagne. C'était le 14 juillet dernier à la faveur d'une cérémonie initiée pour la circonstance. Pour cette nouvelle campagne, la direction générale a élaboré un plan d'action prenant en compte la formation continue des futurs candidats. Parlant du pèlerinage chrétien, il bénéficie de l'accompagnement sans conteste du département. Il en est de même pour les fêtes religieuses, en l'occurrence Noël et Pâques, auxquelles le premier responsable du département, le docteur Mahamadou Kone, participe pour porter la voix du gouvernement, comme c'est le cas aussi à l'occasion de Maouloud. Ces différentes initiatives entreprises au sein du département s'inscrivent dans une démarche inclusive et participative à la conduite des affaires, conformément aux orientations données par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta.
Allez, on en vient au sport. Football, la finale de l'édition 2024 du championnat d'Afrique des Nations CHAN oppose demain Madagascar et le Maroc. Au plan national, Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, la dernière journée des poules commence cet après-midi. 4 rencontres sont au programme. Cette Supercoupe, c'est aussi une occasion de tourisme. Les différentes équipes étaient à cet effet au musée national. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Djenou. Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta, la dernière journée commence vendredi au stade Mamadou Konaté à 16h. Mopti jouera contre Gao. Au même moment, au stade Wenzen Koulibaly, Kidal sera face à Sam. En deuxième heure, au stade Mamadou Konaté, il y aura Nara Présidence et au stade Wenzen Koulibaly, Djouila Badiangara. La Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta sert aussi des visites guidées dans les lieux culturels de notre pays. Hier, c'est le musée national du Mali qui a eu l'honneur d'accueillir les délégations de la 5e édition. L'initiative vise non seulement à promouvoir la culture malienne, mais également de renforcer les liens entre les domaines sportifs et éducatifs. Une opportunité précieuse pour les athlètes et les responsables sportifs d'accroître la compréhension des racines culturelles du pays. Famou Dioté était de la visite, voici son compte rendu. Cette initiative de la Commission nationale d'organisation vise à faire découvrir aux autres d'importants lieux culturels et historiques du pays. Seri Diara, chef de la section guide du musée national du Mali. Quand une jeune fille, par exemple, son mariage est célébré, elle rejoint définitivement le foyer conjugal. Les premières semaines qui suivent, elle porte un tissu de telle couleur. Le blanc que vous voyez symbolise les jours du bonheur, de l'entente et de paix au sein du foyer. Le noir maintenant représente les jours sombres. Appelé musée soudanais en 1953, puis musée national du Mali vers 1961, après l'indépendance, cet endroit est un emblème du patrimoine malien. Sa collection comprend des artefacts précieux, des objets traditionnels et des vestiges d'une époque révolue illustrant la diversité des cultures maliennes. Chaque pièce raconte une histoire. Seri Diara, chef de la section guide du musée national du Mali. Les Télèmes, c'est une population de petite taille qui a précédé les Dogons au centre du Mali. Maintenant, quand les Dogons sont arrivés, à partir du XIVe siècle, elles aussi ont hérité le savoir-faire des Télèmes. C'était une occasion pour les délégations de comprendre les racines culturelles du pays et d'apprécier l'artisanat local essentiel à l'identité malienne. En valorisant le patrimoine culturel dans un cadre sportif, c'est encourager la coopération entre les institutions sportives et culturelles. Cette synergie est essentielle pour permettre aux athlètes de se connecter avec les valeurs et l'histoire du pays qu'ils représentent sur le terrain. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Commission nationale d'organisation de la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de venir avec les délégations au musée national du Mali pour justement faire un retour à nos sources, à nos valeurs. C'est l'occasion pour toutes les délégations de s'imprégner de leur culture, de la culture des autres aussi. Le sport et la culture sont deux ailes d'un même oiseau et ensemble, ils permettent à notre pays de s'envoler vers de nouveaux horizons. Sur la scène africaine, la finale du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2024 mettra aux prises Madagascar et le Maroc demain samedi. Les deux équipes ont terminé deuxième de leur groupe à l'issue du premier tour et Madagascar a bouclé cette phase avec 7 points alors que le Maroc a comptabilisé 9 points. Au second tour, Madagascar a dû passer par les prolongations aussi bien en quart de finale qu'en demi-finale. De son côté, le Maroc, lui, n'a disputé les tirs au but que contre le Sénégal lors de cette demi-finale considérée comme une finale avant la lettre. C'est similitude le présage d'une belle affiche en finale. Avant la grande finale, place à la petite finale entre le Soudan et le Sénégal ce vendredi à Kampala. Battus en demi-finale, les deux pays veulent terminer sur une bonne note et monter sur le podium. Le coup d'envoi sera donné à 15h, temps universel. Chronique du développement. La chronique du développement du jour s'intéresse au système de paiement instantané dans les opérations bancaires. Il s'agit d'un nouvel outil numérique qui a beaucoup d'avantages, notamment pour les clients. La BCEAO a procédé tout récemment à des phases test de ce nouveau système qui n'existe pas encore dans la zone UEMOA. En rediffusion, ce numéro de la chronique du développement nous parle de ce système de paiement. C'est avec Soumaïla Berté et Marc Dambeli. Sa mise en œuvre pourrait révolutionner les transactions financières dans la zone IMOA. Le système de paiement instantané a été expérimenté par 2 fois par la BCEAO, l'institution bancaire chargée de réguler le système financier de notre zone monétaire. Voici les explications de Modibo Maomakalou, économiste. Le système de paiement instantané est surtout basé sur l'interopérabilité entre les différents acteurs, que ce soit les banques,
que ce soit les systèmes financiers décentralisés, et que ce soit les émetteurs de monnaie électronique ou ce qu'on appelle les fintech. En réalité, vous avez beaucoup d'acteurs variés, d'institutions qui ne travaillent pas nécessairement ensemble, qui vont être amenés à travailler ensemble temps réel. La phase test est d'autant plus nécessaire qu'il s'agit d'une nouvelle technologie, d'un nouvel outil numérique qui va fonctionner 24 heures sur 24 heures. Et ses avantages se déclinent en termes d'efficacité, d'instantanéité et de traçabilité dans les opérations, aussi bien pour les établissements que pour les utilisateurs. Les avantages, c'est la traçabilité, la rapidité, l'efficacité, la traçabilité et la fluidité et la baisse des coûts de transaction. Les établissements ont intérêt à cela parce que vous savez, le taux de bancarisation est très faible dans notre espace. Nous avons moins de 30 millions de comptes pour environ 160 millions d'habitants. C'est assez faible. L'avantage pour l'utilisateur, c'est la connexion et la fluidité, c'est l'accessibilité instantanée à l'argent. Parce que vous savez, en termes de théorie monétaire, plus l'économie est fluide, plus la trésorerie est accentuée, donc plus la masse monétaire est grande et évidemment la vitesse de circulation de la monnaie est grande, plus cela va permettre de faire davantage d'opérations dans l'économie et cela va permettre aussi d'enrichir les uns et les autres, surtout de permettre d'entreprendre un certain nombre d'opérations qui n'auraient pas été entreprises. Si aucun délai n'est encore fixé pour son opérationnalisation dans notre zone monétaire, le système de paiement instantané existe dans certains pays développés et il a déjà fait ses preuves. Modibo Mao Makalu. Ce système existe aux États-Unis depuis quand même une vingtaine d'années, mais en Europe, ils viennent tout juste de commencer. C'est en début de cette année qu'une directive a été prise par l'Union européenne pour aller vers le système de paiement interopérable instantané, avec les fintech aujourd'hui, mais surtout avec le e-money et le e-banking. Vous avez maintenant des nouveaux acteurs et la technologie numérique qui fait avancer à grands pas un certain nombre d'opérations financières et cela est à l'avantage du client mais aussi de l'économie parce que le système financier évidemment qui est supervisé par une banque centrale joue un rôle important en tant que facteur de production. Vous savez, quand vous faites un virement dans une banque aujourd'hui, le coût par rapport à cela, parce que ça va presque coûter rien du tout de faire une opération bancaire. Donc cela va être un avantage non seulement pour le client, mais cela va permettre à la banque aussi de faire beaucoup plus d'opérations. La phase pilote du système de paiement instantané interopérable de l'IMOA compte 65 nouveaux adhérents depuis le 12 août dernier, portant le nombre total d'inscriptions participantes à 90, soit 67 banques et 9 établissements de monnaie électronique. Merci Soumaïla Berté, Marc Dambélé, et surtout très disponible Modibo Mao Makalu. C'est la fin de ce journal. Présentation Koji Sibi, mise en onde Alou Koulibaly, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.